Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour présenter une decklist montante du chapitre 4. Oui, montante, le RP Boons. Pourquoi montante? Parce que c'est vrai qu'au début du chapitre 4, il y a deux decks qui ont vraiment dominé le format. C'est notamment vert-gris, Bucky Discard et rouge-bleu, 6 sous contrôle. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ce qui sont des dérivés de decks déjà présents au chapitre 3. Ça avait fait un petit peu disparaître les decks vert-violet, donc Boons, qui était très populaire au chapitre 3, mais qui était un petit peu moins populaire au début du chapitre 4. Et là, ça y est, on a un peu de tournois, de data, de decklist qui sortent, et Rouge-Violet revient encore plus fort. Donc je vais vous présenter les listes les plus récentes avec une base un peu agressive pour essayer de passer en dessous les gros decks rouge-bleu contrôle. On va tester ça sur Pixelborn. Le temps que Pixelborn est encore dispo, on va en profiter. Et ça me permet en début de vidéo de pouvoir communiquer avec vous sur YouTube sur la fermeture de Pixelborn. C'est vrai que j'en ai déjà beaucoup parlé sur Twitch, mais il y a beaucoup d'entre vous sur YouTube qui nous regardez et qui ne viennent pas nous voir sur Twitch, qui n'ont pas tous les moments où on discute de l'actualité avec le chat. Pour tous ceux qui se poseraient la question, parce que je l'ai vu passer d'ailleurs sur des messages à droite, à gauche, ah c'est la fin de ValetPL Lorcana FR. Je vous le dis, ce n'est pas la fin de ValetPL Lorcana FR. Ce n'est pas parce que Pixelborn ferme. Gros soutien d'ailleurs à Pavel qui a designé ce soft-là, qui l'a développé et qui a fait un travail exceptionnel. Ce n'est pas parce que ce soft ferme que ValetPL Lorcana FR s'arrête. Pas du tout. Nous, on a commencé à s'intéresser à Lorcana, à en parler, à créer du contenu avant même que Pixelborn existe. Notre volonté de parler de ce jeu-là n'est pas du tout entachée par le fait de ne plus pouvoir faire de gameplay, en tout cas à court terme. On ne sait pas si Disney prépare un soft numérique ou si on aura des moyens alternatifs de jouer. Pixelborn Connect nous permettra notamment de faire quelques vidéos savoureuses avec des cartes en carton. Et nous, on aime bien avoir du carton dans les mains. Donc voilà, sachez que ça ne change rien pour ValetPL Lorcana FR, si ce n'est que le contenu sera un peu différent. On fera de la deck tech mais sans gameplay, on fera des points météo, on fera des tier lists, on continuera à parler d'actualité, on présentera toujours la collection, des unboxings, bref, on va parler de tout ce qui touche à Lorcana sur cette chaîne. Et on essaiera de faire du gameplay, notamment en remote duel avec des setups filmés, autant que faire se peut. Mais ça ne change rien pour nous et j'espère que ça ne change aussi rien pour vous. On se retrouve pour parler de la decklist RP Boons du chapitre 4. Decklist qui a actuellement un petit peu le vent en poupe, donc qui était assez peu disponible en chapitre 4, mais très présent en chapitre 3. Finalement, il a juste repris sa place de vrai contender du format. Ce que j'aime bien avec cette liste-là, déjà, c'est qu'elle joue que 13 non ancrables. Donc, c'est une liste qui va être assez stable, qui joue beaucoup moins de non ancrables que les listes rouge-violette du chapitre 3. Ça, c'est plutôt cool. On voit qu'on a une curve qui est quand même plus basse au global parce qu'on veut essayer de passer en dessous les decks rouge-bleu. Au niveau des nouvelles cartes, on a Magic Broom. Magic Broom, c'est un 1-2 pour 1 qui dit qu'à chaque fois qu'un autre personnage arrive en jeu, on peut le sacrifier pour piocher une carte. Ça va nous permettre en early game d'aller prendre un petit trade contre des créatures faibles ou alors tout simplement de se remplacer pour piocher. Et ça, c'est intéressant d'avoir beaucoup d'early game contre les decks rouge-bleu. On a Pascal qui, au-delà d'être un loreur difficile à gérer, est surtout une carte évasive qu'on va pouvoir utiliser pour aller chercher des cartes évasives du côté de l'adversaire. À côté de ça, on a toujours la boucle Madame Mime et Merlin, mais ça, c'est pas forcément des nouvelles cartes. Au niveau des nouvelles cartes, je pense que la carte la plus déterminante de ce nouveau type de gameplay rouge-violet, c'est Flynn Raider. Lui, il est 2-2 pour 2, ancrable. Et il dit qu'au début de ton tour, si jamais tu as un personnage qui a plus d'attaque que n'importe lequel des personnages de ton adversaire, tu vas gagner 3 de l'or. Et tu n'as même pas besoin de l'engager pour ça. Donc c'est un loreur à distance qui va te permettre de clore la partie si jamais tu joues des personnages qui ont des bonnes stats. Et l'avantage de rouge-violet, c'est que la plupart de tes cartes, elles sont un peu overstatées, notamment tes cartes de mid et de late game. Maui, ça a plus de patates que n'importe quelle carte dans un autre deck. Sissou, il va avoir énormément de patates aussi en fonction des decks que tu vas affronter. Madame Mime et Merlin, pareil, c'est des cartes qui sont bien statées avec beaucoup d'attaques. Donc c'est assez facile pour ton Flynn Rider à distance d'avoir 3 de l'or tous les tours. Et en early game, d'essayer de passer en dessous rouge-bleu. Et en late game, d'avoir la reach pour pouvoir mettre les derniers points de l'or. Donc c'est vraiment lui qui a réintroduit, je trouve, l'archétype dans ce chapitre 4.
Autre carte phare, on a l'ami Brawl qui bannit un personnage qui a une attaque de 2 ou moins. Ça, c'est super important contre Diablo, qui est la meilleure légendaire du chapitre 4. On a vraiment besoin de trouver une gestion à Diablo instantanément. Et Brawl est la carte de rêve pour ça, hein. Ça va nous permettre de répondre à un Diablo quasi directement. Et pour les nouvelles cartes, on a aussi un Be King Undisputed, qui est une très très bonne gestion. Même si elle est non ancrable, on en joue 2 et ça se chante facilement, notamment avec Merlin Chèvre et Merlin Lapin. Hâte d'aller tester ça sur Pixelborn. On y va de ce pas. Voilà, j'ai importé la liste là. On est parti en hardcore ranked. Let's go. On a l'Elo qui a été reset à 0. J'espère qu'on va trouver des adversaires un peu combatifs. Bon, c'est pas ce qu'on affronte parce qu'on est en BO3, mais on est sur le play. On va enlever les Médusa, les Tremaine. On va enlever aussi Merlin Goat. On veut toujours garder Merlin Chèvre, ce qui nous permet d'avancer dans notre deck. En fait, si tu affrontes Bucky vert gris, tu veux tout le temps piocher, et c'est d'ailleurs dans le sens que va ton early game avec les Tchernabog et les... Je vais garder le château. Et les balais. Si jamais tu affrontes rouge-bleu, tu veux l'aurer rapidement. Pixelborn s'arrête le 16 juin. Kamal, oups. Ok, on affronte rouge-bleu. C'est le deck le plus populaire hein, actuellement. Et ça va nous permettre de générer pas mal de lore pour commencer. Je crois qu'il a quasiment aucune carte qui peut venir challenger Finn ici. En tout cas, il peut pas le tuer et il y a probablement peu de cartes qui vont avoir 2 d'attaque dans son deck. Non, voilà, il est obligé de ramper, donc là on prend directement 3 de l'or et c'est quand même délicieux. Tu penses quoi de la haine sur Bucky? Je pense que les gens, comme d'habitude, sur tous les TCG, sont feignants. Quand je dis feignant, ça veut dire que quand une carte dépasse un peu trop, a l'air de poster un win rate un peu trop satisfaisant ou a un pattern de gameplay qui est un peu frustrant, les gens, plutôt que d'essayer de le battre, préfèrent ouin instantanément. Ça veut pas dire, encore une fois, que Bucky n'est pas trop fort pour le format. Ça, finalement, je ne le sais pas, mais les gens qui râlent ne le savent pas non plus. Essayons de battre les cartes avant d'appeler au ban tout le temps. Et une fois qu'on aura essayé de battre la carte et qu'on aura défini qu'elle ne l'est effectivement pas, je sais pas si je peux aller... Ça joue plus de reine de cœur, je crois. Hein. Ouais, je crois que je peux y aller. Et une fois qu'on aura essayé de la battre et qu'on sera rendu compte qu'effectivement elle n'est pas battable, là, dans ce cas-là, on pourra peut-être bannir la carte. Mais en fait, il y a plein de gens qui potentiellement auront raison plus tard, mais ne savent pas pourquoi ils ont raison maintenant. Et en fait, si tu sais pas pourquoi tu as raison, bah t'as pas raison. Et c'est comme ça, en fait, les TCG. Bon, ok, on a bien fait d'aller prendre le lore avec Finrider. Donc, Bucky, ça a l'air bien, mais tu vois, finalement, le deck le plus représenté, c'est bleu-rouge. Donc, la haine de Bucky, elle vient juste du fait que le pattern de te faire défausser des cartes dans ta main, il est un peu frustrant, les gens aiment pas jouer contre ça, et donc ils préfèrent moins. Mais moi, j'ai aucune certitude que... ça, on va le garder pour Flavorsham. J'ai aucune certitude que Bucky soit trop fort pour le format actuellement. Genre, je sais pas, jouer des tuons la bête, et Bucky, ça sera pas trop fort. Si on était vraiment dans un jeu extrêmement compétitif, les gens se plaindraient d'Amber Steel. C'est juste que les gens jouent pas assez Amber Steel. Mais ça, c'est un deck qui est extrêmement fort et on a la data pour le prouver maintenant. Donc voilà, on a beaucoup de Bucky c'est trop fort sans vraiment chercher à savoir pourquoi. Ouais, Amber Steel est très favorable contre Bucky, tout à fait, Massurbino, mais je pense qu'Amber Steel c'est favorable contre tout quand c'est dans les bonnes mains. Ça, c'était déjà mon propos au début du chapitre 3 quand j'avais fait la tier list. Je vous avais dit que le Lorcana Challenge serait remporté par un joueur professionnel de Magic et que Amber Steel était le meilleur deck, et c'est Frank Karsten qui a gagné le Disney Lorcana Challenge avec Amber. En fait, Amber Steel,
Fais juste les choses les plus pétées de l'Orcana. C'est pété, quoi. Ce que fait Amber Steel, c'est bête, en fait. Donc voilà, mon avis pour Bucky, c'est attendons un peu avant de râler. Je pense que Wall New World posera peut-être plus de problèmes à l'Orcana que Bucky à terme, quoi. Tu chopes pas Bucky, le deck est pas terrible, par exemple. Ouais, déjà. Bon, après, c'est quand même assez difficile de pas choper Bucky, mais vu que le mulligan de l'Orcana est giga permissif. J'ai pas giga bien pioché là dans ce spot en vrai. Yeah. Ouah, je joue que 13 non ancrables et je pioche que ça, c'est quand même assez moche. Ouais, là je suis déjà bien derrière. Mais il y a une différence entre dire qu'un deck est pas fun et dire qu'une carte est broken dans ce cas-là, Aski. Et là, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, ce qui tourne le plus, c'est ban Bucky, ban Bucky. Mais en fait, tu bannes pas une carte parce qu'elle est frustrante, tu bannes une carte parce qu'elle est trop forte. Ou alors, dans ce cas-là, tu dis que l'argument, c'est parce qu'il est frustrant. Tu dis pas que l'argument, c'est parce qu'il est trop fort. Mais bon, on verra bien un peu là ce qui va performer. Il y a Borum, il y a Bologne, il y a beaucoup de. Je sais pas si j'encre ça, ouais, il y a quand même beaucoup de gestion là. On verra ce que les challenges raconteront sur la suite du format. Ouais, bah contre Sissou, tu peux reprendre la même liste que Karsten. Hein. Karsten, il jouait des porcinés en early game, qui était vachement bien. Avec des SMI. Il avait que deux flûtes, un compte de non-ancrable vachement plus bas pour avoir plus de consistance. Enfin, vraiment, il avait breaké, il avait cassé le jeu en fait, Karsten. Et genre, reprenez sa liste juste et entraînez-vous à être aussi fort que lui. Voilà, là, ça va être facile quand même pour lui d'avoir des meilleurs stats que Finn, mais en même temps, Sissou est pas brillant quoi. En même temps, c'est un l'horreur pour deux. C'est peut-être Maui qui est un peu nul ici. À moins qu'ils se mettent à rejouer des manoirs de MacDuck, mais je crois pas. Hein. J'ai pas une super sortie, mais lui non plus. Hein. On est quand même plutôt chanceux. Il peine à atteindre les 10 d'encre. Il se retrouve avec sous fétiche, mais plus de cartes en main. Il a eu aucun Flaversham. Donc on a eu pas mal de chance dans cette game. Ok. Après, c'est le défaut de ton deck. Hein. Quand tu joues que des items, il y a un moment. Il y a un moment, t'as aussi des cartes de merde, quoi.
Je sais même pas si c'est très bien, mais ça me permet d'utiliser une carte. Lui, ça lui permet d'éviter de prendre 2 de l'or par tour. Et surtout, il a pas un shift avec 6 sous légendaires. Bon, c'est peut-être peut-être très moyen comme utilisation, ce roi incontesté. C'était surtout pour utiliser ma mana, quoi. Ok, on a gagné ce premier match. C'était pas forcément parti pour, mais c'est un potentiel de brique un peu aussi rouge-bleu, quoi. Ok. Finrider, c'est vraiment trop bien contre bleu-rouge. Ah, tu fais des sorties double fine. Ah, ça a l'air trop pété, ça, par contre. Puis surtout, ça te donne un super drop 2. Là où les decks violet-rouge, à la base, pour avoir des drop 2 et avoir une belle curve, on est obligé de jouer des Cusco, c'est quand même pas une carte brillante. Là, j'avoue que c'est assez stylé, hein. Depuis l'ajout de Flynn, je perds tout le temps avec bleu-rouge. Bah tant mieux, franchement, bleu-rouge, c'était quand même vachement représenté en chapitre 3. Là, il a eu de super ajouts. C'est bien aussi qu'il y ait des decks qui viennent le contenir un peu, quoi. Ouais, si on y va en mode fine, double fine. Non, c'est abusé. Et en même temps. Non, je suis trop gourmand, faut pas. Je pensais pas du tout que cette carte, elle serait si impactante dans le jeu. Mais tant mieux. Ouais, c'est quand même pas rien de prendre autant de reach, quoi. Il peut pas soyez prête et il peut pas 6 sous. Donc profitons-en. Ça remet devant bleu-gris et ça remet Humber Steel, hein, qui devrait aussi bien s'en sortir contre ces jeux-là, hein. Franchement, Finrider 2-2 contre Humber Steel, c'est nul, hein. Ouais, t'es pas mal. Après, contre lui, t'as pas besoin de poser mime, c'est super dur pour lui de matcher Finrider. Je veux dire, 6 sous ça a 1, Flaversham ça a 1. Dans tous les cas, ton Fin, il va faire le job. Est-ce que je fais l'effet de balai magique ou pas? Non, je crois pas, hein. Ouais, le Fin est bon que contre bleu-rouge. Mais c'est bien d'avoir une bonne carte tech contre un deck qui est quand même omniprésent dans le format. Ok, 2 Z. Ah ouais. Ouais, en fait, Fin change tout, hein. C'est incroyable, comme une seule carte peut être déterminante dans un match-up donné. C'est bien designé, c'est bien pensé, hein, d'avoir donné autant de cartes pour bleu-rouge, mais d'avoir donné juste la carte qu'il faut à violet-rouge pour qu'il continue d'exister. Moi, je crois qu'au chapitre 4, je vais jouer Bucky vert gris et ce deck-là. Genre, c'est deux decks que j'aime bien, donc...
Ça me va très bien. Je les apprécie d'ailleurs vachement plus que bleu-rouge, qui m'amuse un peu moins. On va garder ça s'il y a Diablo et juste une carte d'early game. Ouais, mais je veux dire, quand t'affrontes un Burst Steel, c'est tellement simple de claquer un Fin. Enfin, je veux dire, tu chantes perdu dans l'hiver, c'est renta, quoi. C'est pas qu'il est obligé de le faire, c'est que de toute façon, il allait le faire, en fait, Ashki. Ok, Robin Hood. Malheureusement, sur la draw, on va pas pouvoir le bagarre avant qu'il shift, hein. Et on n'a pas de Pinocchio pour engager ça. Ouais. Ça va on a Madame Médusa, mais c'est pas pour tout de suite. Aladdin. Ok. Ah. D'accord. Chaque fois qu'un personnage de ce lieu est en banni un autre via un défi, tu gagnes 2 de l'or. Mais ça l'or pas à distance. Ouah, je crois qu'on s'en fout, hein. Alors pourquoi je pioche toutes mes cartes non ancrables? C'est une folie ça par contre. Laissez-moi tranquille. Là il va probablement alter. Ouais, évidemment. Donc là maintenant, il va falloir scoltiner ça jusqu'à Madame Médusa. Ok. J'avoue que là, ça sert à rien d'aller taper. Si je vais taper dans Thèbes, je ne bats pas Thèbes. Lui, il peut foutre Robin dans Thèbes, taper avec Madame Mime et récupérer 4 de l'or. Enfin, taper sur Madame Mime et récupérer 4 de l'or, c'était un peu chiant. Là, on va avancer vers notre partie plus contrôle, en fait. Ça aussi, c'est une bonne carte. Ils ont vraiment donné Finn pour s'adapter à bleu-rouge et Bagarre pour s'adapter à Diablo, ce qui fait que le deck reste une option super viable. Alors malheureusement, on est un peu moins enclin à jouer violet-gris parce que malheureusement, le gris n'a pas récupéré de cartes déterminantes pour son gameplay. Ce qui manquait le plus à violet-gris, hein, je l'ai souvent répété, pour avoir joué le deck à Lille, c'est un bon drop 2 supplémentaire, en plus des semis. Et malheureusement, violet-gris n'a pas récupéré de drop 2 de qualité. Donc je crois que je repasserai sur violet-rouge si jamais j'ai envie de continuer à jouer à un deck violet. Violet-vert peut être intéressant, je pense que les listes n'ont pas encore tout abouti aussi. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Il passe le tour, d'accord. Je sais pas tellement pourquoi, ça lui coûtait pas grand-chose. On a vu que du gris pour l'instant. S'il joue Diablo, je serais un peu deg, mais... Bon, on va dire que c'est ok. Là, je mets 5. C'est toujours pas impressionnant. Ça, par contre, je peux peut-être aller piocher, c'est pas trop déterminant. Theb, ça a l'air vraiment naze. Bleu-vert Triton avec une masse terrain, ça m'a surpris aussi. Je pense que c'est quand même plus junk. Alors, c'est amusant, ça a de la valeur de tester des choses qui sont un peu moins attendues. Et je crois quand même que Bleu-vert Triton, c'est pas brillant, quoi. Ça a le droit d'être drôle, on a le droit de prendre du plaisir avec ça, mais si on cherche les decks les plus compétitifs, je pense que là, pour l'instant, de ce qui a été révélé, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à trouver dans ce metagame, dans ce format, le chapitre 4 n'a pas révélé encore toutes ces surprises, et Borum va probablement nous indiquer pas mal de choses. Et je pense que pour l'instant, c'est toujours Humber Steel, vert-violet, violet-rouge, bleu-rouge et vert-gris qui sont les rois de ce format, hein. D'accord. Bon, on va aller casser Thèbes, je crois.
Humber Steel, c'est quand même compliqué en ce début de méta. Tu hard lose contre Bluge qui est relativement présent. Je pense pas. Je pense que si tu repars sur une liste. Sur une liste. Il joue. Attends, il joue rouge-violet en fait, mon oppo. Ouais, il a fallu que. J'ai mis un petit temps à process le truc. Si tu joues la version de Karsten avec des porcinés, des smi et des flûtes, et que tu es un très bon joueur, je pense que tu hard lose pas contre bleu-rouge. Non, je l'ai pas testé, le deck du vainqueur d'Atlanta. Mais sa liste, elle est sexy, hein. Je pense que c'est une liste qui bénéficie quand même surtout de l'effet de surprise. C'est peut-être plus dur à jouer une fois que le deck est connu, mais... Non, il avait l'air cool son deck, franchement, rien à dire. Mais pour moi, plus un deck surprise qu'un vrai gros prétendant au contender au metagame, quoi. Je peux me tromper. Ça, pour le coup, j'ai un avis qui est vachement plus distant de ce deck-là, parce que c'est un deck que je connais peu, mais qui m'a l'air quand même d'un deck de petits malins, tu vois. Je crois que je peux juste croquer son truc, là, ça a l'air bien. Et pour ça, on va enlever Maui. Peut-être plutôt ça, en fait. Genre, Sissou, il va vite se vider la main, lui, au vu de ses couleurs, normalement. Ouais, on va plutôt croquer Mini, comme ça, il prend pas trop d'avance. Ah, excusez-moi, j'essaye de jouer convenablement tout en suivant les discussions sur le chat. Non, il a l'air bien son deck au vainqueur d'Atlanta, mais je sais même pas ce qu'il récupère avec le chapitre 4. Ok, il joue un deck héros, d'accord. Je sais pas ce qu'il récupère avec le chapitre 4, et donc du coup s'il est toujours viable dans le format. Son deck avait l'air d'être vraiment le roi des decks violets en fait. Est-ce que le metagame tourne toujours autour de ça? J'en suis un peu moins sûr, je saurais pas te dire. On va aller piocher. Et on va récupérer une Médusa pour Philoctète. Philoctète qui peut rentrer dans des versions Amber Steel Hero aussi. Je vous présenterai ça sur la chaîne, ça a l'air cool. Pas forcément très fort, mais très cool. C'est sûr que la version Hero, elle va plus hard lose contre bleu-rouge que la version Karsten. Mais on est aussi là pour se faire plaisir des fois, hein. Ok. Ouah, il joue Wall New World. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce deck-là? Je suis subjugué là. Bon, du coup, je peux plus choper Philoctète malheureusement. Est-ce que c'est facile pour lui d'aller gérer ça? Je suis pas méga certain. Je fais pas grand-chose en fait, hein. Ah, attendez, quel est le plan? Je crois que le plan c'est château, Inksa, Sissou et Madame Mime là-dedans. Passe. On peut pas prendre du lore avec Madame Mime parce que s'il altère Robin, il nous fait du mal. Du coup, on va l'empêcher d'alter Robin. On va engager Lapin. On le protège un peu naturellement parce qu'il va enlever Robin. Du coup, il peut pas altérer dessus et Philoctète tape mal dedans. Du coup, en fait, je peux engager Mime aussi. Ouais, je crois qu'on a fait le bon tour là. Je suis pas certain, mais c'est vrai que violet-rouge, je suis moins expert que sur violet-gris, hein, je l'ai beaucoup moins joué. Ok, il joue des dingos. Ouais, je m'attendais tellement pas à sa liste que je me retrouve un peu. Tu sais, c'est le temps de comprendre ce que ton oppo fait. Tu te fais attraper par l'effet de surprise, quoi. Il est pas loin de tuer le château. Et je suis pas loin de perdre cette game parce qu'il m'a discard de 2 soyez prêtes, malheureusement. Il a chanté quoi? Ok, ouais.
Ouais, d'accord. Je crois qu'on va faire des trucs cool. Vous allez voir, ça va être sympa. Ok, là on l'a un peu mis à poil, viteuf. Lui il va venir traite dedans, donc c'est pas dingue. Je crois qu'on peut faire ça comme ça. Il doit avoir des Maui aussi, donc il doit pouvoir toucher notre château. Mais je pense que ça vaut quand même le coup de se la jouer comme ça, quoi. Oh, finalement, il faut se battre hein, sur cette game. C'est pas si évident que ça. On sait maintenant qu'il joue Wall New World, donc on est quand même incité à vider un peu notre main. Salut Wookie, bienvenue à vous. Et il a un Maui, mais qui n'ira pas au bout de ce château. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il aurait... C'était utile de gérer Madame Mime. Ah, je crois que j'aurais fait juste Maui et Aladdin pour château. Je crois. Hein. Je crois qu'il s'est fourvoyé, le monsieur. Uff. C'est méchant, ça. Ouais, j'ai vu aussi que le top 1 des rondes, c'était un style song à Chicago, mais ça, je te dis, ça m'étonne pas. De toute façon, ça fait tellement longtemps que j'essaye d'expliquer à ceux qui veulent bien l'entendre que c'est le deck qui fait les choses les plus puissantes à l'Orcana et que s'il est aussi peu joué, c'est surtout parce que c'est dur à jouer en fait. Et tu le voyais, hein, ce qui exprime vraiment ce propos sur Humber Steel, j'en ai parlé lors de mon débrief du Disney Orcan Challenge, c'est que les Humber Steel, c'est simple, tu les avais sur les très hautes tables ou sur les dernières tables. T'en avais très très peu en milieu de salle en fait. Ce qui montre bien le côté plafond de verre à briser pour jouer ce deck-là. C'est ou t'es très bon avec ou très mauvais. C'est rarement un deck de milieu de tableau. Ça en dit long un peu sur la manière du deck d'exister, quoi. Ça, c'est chiant, ça. Hein. Aladdin, ça fait un bail qu'on l'a pas vu, celui-ci. On va le pousser Aladdin à attaquer pour pouvoir ensuite aller le détruire. Je pense que ça sera pas trop mal. Ah purée, tu me rassures pas sur mon niveau de jeu, Val. Les gars, je suis pas là pour vous rassurer sur votre niveau de jeu. Moi aussi, hein, j'ai pas le niveau de jeu de gagner avec un Humber Steel. Hein. Moi, je l'ai dit, hein, si jamais j'avais tant infini de préparation, que je pouvais bootcamp, que j'avais pas plein de trucs à faire, j'aurais joué Humber Steel. Euh, mais mais c'est trop dur à jouer. Je suis dans le même panier que vous, les gars. Hein. Je fais l'exemple du bas de tableau perso, mais on est tous l'exemple du bas de tableau. En fait, il y en a très peu de haut de tableau avec Humber Steel Song. À Lille, j'étais aux alentours des tables 200, j'ai fait 3 miroirs. Ouais, mais tu vois, toutes les tables performantes, c'était donc à peu près celles qui étaient en lice pour le top, mais qui n'étaient pas non plus les premières tables. Moi, j'étais toujours entre table 30 et 60. Il va me decker, lui. Hein. Il n'y avait aucun Humber Steel, quoi. C'était très peu joué. Il m'a jeté tous mes soyez prêtes. Hein. Comment je fais maintenant pour le battre, lui? Il est relou. Hein. Il est relou, le type, là.
Déjà, faut qu'on maouille sur ce truc. Ça, c'est fait. Ensuite, on fout l'or et il a perdu, non? Il peut pas me refaire 2 fois Wall New World. Vu qu'on l'empêchera de chanter le premier et qu'il a pas la mana pour jouer. Ah si, il a la mana pour faire les deux quand même. Ah ouais. Ce qui est un peu... Ah, mais il en a plus qu'un, c'est bon. Ok, donc dans tous les cas, on est bon. Et on fait juste Remain, je pense. Qu'importe la bête qu'il va sacrifier, ça sera un peu problématique pour lui. Je pense qu'il va quand même enlever Lumière. Ouais, bleu-rouge, ça coûte assez cher, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même qui pardonne plus les erreurs. Je veux pas dire que c'est un jeu pour les débutants, loin de là, c'est un des meilleurs jeux du format et c'est easy to learn, mais c'est hard to master. Les mirrors de bleu-rouge, par exemple, vont demander beaucoup de skill. Voilà, c'est très skill récompensant de jouer des mirrors de bleu-rouge quand tu es meilleur que ton adversaire. Par contre, quand tu es un joueur plus moyen, tu peux faire des erreurs avec bleu-rouge que tu vas compenser par le fait que tes cartes font du 1000 pour 1. Tu vois, genre, dès que tu joues à un jeu avec bi-pré-perte, déjà, tu as un peu plus le droit de faire des erreurs. Ok. Merci Mero de m'avoir donné cette game. Donc bleu-rouge, voilà, ça veut pas dire que c'est un... J'ai beaucoup entendu, c'est un deck pour débutants. Tu sais, les gens trollent un peu là-dessus, tu vois. Non, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est un deck qui est plus accessible, qui pardonne plus les erreurs que par exemple vert violet ou amber steel, quoi. Mais au même titre que violet rouge pardonne plus les erreurs que violet vert, hein. Parce que violet vert, c'est tempo, c'est tu dois te battre pour chacune de tes games, c'est que de la micro-décision et du micro-avantage. Là où, encore une fois, bah, dans violet rouge, tu as bi-pré-perte. Bi-pré-perte, ça rattrape pas mal de bêtises, quoi. Bon, il était bien ce RP Boons, hein. Franchement solide, hein. J'ai trouvé moi en tout cas vraiment très très fort. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais arrêter la vidéo là. Je pense que c'est assez représentatif du gameplay du deck. T'as beaucoup de gestion, t'as plus de cartes d'early game pour essayer de passer en dessous et donc lorer avant que bleu-rouge t'attrape à la value. T'as plein de très bonnes cartes de mid-game et de gestion, notamment pour les decks avec Diablo, comme Bucky Discard. Et surtout beaucoup de piocheurs, beaucoup de piocheurs pour éviter de te retrouver au top deck avec la main vide. Et en même temps, contre les autres decks midrange, on a quand même de quoi grinder, de quoi gérer et avoir des bonnes cartes de late game, que ce soit le château ou la Médusa. Bref, il a l'air giga complet, ce deck RP Boons, il me plaît beaucoup et je pense que je vais le monter en papier à côté de Bucky Discard pour pouvoir alterner un petit peu mes envies. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On a beaucoup décrypté aussi l'actualité compétitive, le metagame. Dites-moi si vous êtes un peu en désaccord avec ce que j'ai raconté ou au contraire si jamais vous allez dans mon sens. J'ai hâte de voir les plus gros tournois qui vont arriver, que ce soit les prochains tournois The Pack ou alors Borum, pour dégrossir l'actualité du metagame. Il y a d'autres vidéos qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Je pense qu'on va bientôt faire une tier list. On risque aussi de faire un point métao, donc un état du méta avec les meilleures listes et les meilleurs jeux compétitifs. Je vais vous proposer aussi des decks budget, des alternatives budget pour jouer. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi des améliorations de préconstruit. On le faisait beaucoup au début du jeu, mais maintenant on le fait plus tellement parce que finalement quand tu débutes le jeu, je trouve que les préconstruits c'est pas bien pour débuter, c'est bien pour découvrir. Mais une fois que tu as découvert, plutôt que d'améliorer un préconstruit, maintenant j'envoie directement les gens sur des versions budget. Donc je ferai plus d'amélioration de préconstruit comme ça a été le cas et comme ça m'est demandé. Je ferai des propositions de deck budget. Vous découvrez l'Orcana avec les préconstruits. Ensuite on les met de côté et on arrive directement sur des decks budget, histoire de partir sur les bonnes bases. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.